Après les funérailles de mon mari, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma sœur avec sa famille. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. Nous allons rester un petit moment. 4 mois plus tard, je les ai entendus comploter pour s'emparer de ma maison. Mais une surprise les attendait. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui crient le plus fort « Nous sommes une famille » sont généralement celles qui complotent pour vous détruire? Il y a quelque chose d'uniquement terrifiant à être au plus bas de sa vulnérabilité, en deuil, blessé, fonctionnant à peine, et que la personne qui se présente avec un plat et une étreinte complote secrètement pour vous faire interner. L'histoire d'aujourd'hui concerne Amber, une jeune veuve qui se remet encore de l'accident de voiture qui a tué son mari, et sa sœur Marcy, qui a emménagé pour l'aider, mais qui avait un tout autre plan en tête. Alors, je suis Amber, 35 ans, et je dois vous raconter cette chose insensée qui s'est passée avec ma sœur. Mais d'abord, laissez-moi revenir un peu en arrière. Il y a 2 mois, peut-être 3. Le temps est tout flou. Honnêtement, mon mari et moi rentrions d'un dîner en voiture, un mardi soir normal, rien de spécial. Nous parlions de peut-être prendre un chien ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens même pas. Et puis il y a eu ce camion. Surgi de nulle part. Mon mari est mort sur le coup. Ils m'ont dit qu'il n'avait pas souffert. Comme si c'était censé améliorer les choses ou quelque chose du genre. J'ai eu une commotion cérébrale et quelques coupures. C'est tout. Je suis sorti de cet accident et pas lui. Ça n'a toujours pas de sens pour moi. Les funérailles étaient horribles. Je veux dire, les funérailles sont toujours horribles, n'est-ce pas? Mais là, c'était pire parce que j'étais dans ce brouillard tout le temps, comme si je regardais tout à travers une fenêtre sale. La commotion cérébrale donnait l'impression que tout était à la fois lointain et proche, vous voyez? Et voilà ma sœur Marcy aux funérailles. 40 ans, mariée, 2 enfants. Nous habitons dans le même quartier, en fait à environ 10 minutes l'une de l'autre, mais nous nous parlons à peine. On se voit peut-être aux réunions de famille une fois par an, voire moins. Elle se présente avec son mari Dan et pendant tout le service, ils ne font que se chuchoter à l'oreille, sans même me regarder. Pas une seule fois elle n'est venue me dire désolé pour ta perte ou quoi que ce soit. Juste là, au fond, à chuchoter avec Dan. Je l'ai remarqué, mais je m'en fichais à ce moment-là. Trop fatigué pour me soucier de quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, je suis à la maison. Je prends encore des pilules pour les maux de tête. Le médecin a dit qu'il finirait par disparaître, mais qui sait quand. La maison semble trop grande et trop silencieuse. Tout me rappelle lui. Sa tasse de café encore dans l'évier. Sa veste sur la chaise. La sonnette retentit. C'est Marcy avec Dan et leurs 2 enfants. Les enfants ont environ 6 et 8 ans, je crois. Toujours bruyants. Salut, Amber, dit Marcy, nous voulions prendre de tes nouvelles. Je les laisse entrer parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu ne devrais pas être seul en ce moment, continue Marcy, nous voulons te soutenir, t'aider à traverser ça. Dan hoche la tête. Oui, nous resterons un petit moment. Les enfants peuvent animer les choses, te distraire de tout. Je suis là, en pantalon de survêtement que je porte depuis 3 jours, et je hausse simplement les épaules. D'accord, nous aiderons avec la cuisine, le ménage, tout ça, dit Marcy, toi, tu te reposes et tu récupères. Et je me dis, d'accord, peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être qu'avoir des gens autour aidera. La maison est si terriblement silencieuse tout le temps. Ils sont partis et sont revenus le jour même avec leurs affaires. Valises, sacs, boîtes, beaucoup d'affaires pour rester un petit moment, mais peu importe. J'étais trop absente pour remettre quoi que ce soit en question. Les 2 premières semaines se sont en fait bien passées. Marcy cuisinait tous les jours. De la vraie nourriture, en plus, pas seulement des sandwichs. Elle nettoyait la maison, passait l'aspirateur, faisait la vaisselle, tout. Nous dînions ensemble tous les soirs. Tous autour de la table. Puis après, nous regardions un film dans le salon, rien de lourd, juste des comédies ou autre chose. Les enfants jouaient avec leurs jouets à proximité. Assez calme en fait. C'était presque normal, comme avoir une famille à nouveau. Et c'est exactement comme ça que la manipulation fonctionne. Il vous donne juste assez de chaleur pour que vous baissiez votre garde. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Sarah et ceci est Sarah Tech.
Et un immense merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon. Les vidéos y sont publiées quotidiennement dans le format classique que nous aimons tous et cela compte vraiment énormément pour nous. J'ai commencé à penser que j'avais peut-être jugé Marcy trop durement auparavant. Peut-être que nous ne nous étions jamais vraiment bien entendus et que maintenant nous pourrions devenir proches. Un mois passe. Je commence à me sentir un peu mieux. Je retourne travailler à temps partiel. Je prends toujours les pilules pour les maux de tête mais moins souvent. Puis Marcy a arrêté de cuisiner. Tout simplement. Un jour, je rentre à la maison et il n'y a pas de dîner. Elle est sur le canapé à regarder la télévision. « Tu vas bien ?» je demande. « Je vais bien, juste fatigué aujourd'hui. » Le lendemain, même chose. Pas de dîner, pas de ménage. L'évier est plein de vaisselle. « Marcy, qu'est-ce que tu vas cuisiner ce soir ? » Je pensais qu'on pourrait commander une pizza ou quelque chose. D'accord, très bien. Nous commandons une pizza. Mais ensuite, elle commence à déplacer les meubles, juste au hasard. Je rentre du travail et le canapé est de l'autre côté de la pièce. C'est quoi ça ? C'est mieux comme ça. Plus d'espace. Je les mets où il était. Fais-moi confiance, c'est mieux pour tout le monde. Puis elle veut repeindre toute la maison. Repeindre, comme tout refaire complètement. Amber, nous devrions rafraîchir cet endroit. Une nouvelle peinture. Peut-être un nouveau papier peint, pour que ça semble différent. Non, allez. Ce serait bon pour toi. Un nouveau départ et tout ça. J'ai dit, non, Marcy. Elle a eu cette expression sur son visage, pas vraiment en colère. Plutôt comme si elle était agacée que je ne suive pas son plan. Après ça, les choses ont empiré. Je rentrais du travail et Marcy était toujours sur le canapé, la télé hurlant si fort que je pouvais l'entendre de l'extérieur. Les enfants couraient partout en criant, renversant des choses, juste déchaînés. Dan était généralement dans la chambre d'amis à jouer à des jeux vidéo. Les bruits de tirs et d'explosions résonnaient dans toute la maison où il mettait sa musique, du heavy metal ou quelque chose comme ça. À plein volume. Ma tête me martelait chaque jour. Les maux de tête de la commotion n'ont jamais vraiment disparu comme le médecin l'avait dit. « Pouvez-vous baisser le son, s'il vous plaît ?» je demande. « Ça va » dit Marcy, sans même détourner le regard de la télé. « Vraiment pas. Ma tête me tue. Tu vas bien depuis des semaines maintenant. Arrête de faire ta comédie. J'ai toujours des maux de tête. Le médecin a dit que j'avais aussi besoin de calme. Ce ne sont que des bruits de maison naturelle, Amber. Tu dois te réhabituer à une vie normale. Dan sort la tête. Oui, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on marche sur la pointe des pieds pour toujours. Je prends mes pilules dans la cuisine, la main tremblante, essayant de ne pas crier. 2 mois passent, puis plus de 2 mois. Ils sont toujours là. Toujours aucune discussion sur leur départ. Un soir au dîner, je demande simplement, quand est-ce que vous prévoyez de déménager ? Silence. Les enfants arrêtent de manger. Dan et Marcy se regardent. Eh bien, dit Marcy lentement. Nous avons en fait résilié notre bail. Nous pensions trouver quelque chose de nouveau, mais le marché est fou en ce moment. Tout est cher ou trop loin. En plus, nous avons déjà inscrit les enfants à l'école ici, ajoute Dan. Celle au bout de la rue. Ce ne serait pas juste de les déplacer à nouveau. Je serre ma fourchette. Vous avez 2 mois. Quoi ? 2 mois pour trouver une solution et déménager. C'est tout. Ils hochent tous les deux la tête. Ne discute pas. Juste hoche la tête. Cela aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas. La semaine après cette conversation, j'ai quitté le travail plus tôt. Ma tête me tuait. Comme si quelqu'un m'enfonçait des clous dans le crâne. J'ai demandé à mon patron si je pouvais rentrer à la maison et il a dit, oui, bien sûr. J'ai conduit jusqu'à la maison, me suis garé dans l'allée, me suis approché de la porte d'entrée très doucement parce que ma tête me faisait si mal. Je ne voulais pas faire de bruit moi-même. J'ai mis ma clé dans la serrure, l'ai tournée lentement, ouvert la porte avec précaution, et j'entends des voix. Marcy et Dan qui parlent dans le salon. Je me fige. Quelque chose dans leur ton m'a fait m'arrêter. Ils ne savaient pas que j'étais là.
Nous devons la faire interner dans un hôpital psychiatrique, dit Dan. Je suis debout dans le couloir, retenant mon souffle. Elle a déjà les prérequis, continue-t-il. Les maux de tête constants, nous pouvons utiliser ça. Les maux de tête seuls ne suffiront pas, dit Marcy. Sa voix est froide, calculatrice. Nous avons besoin qu'elle paraisse instable, folle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des médicaments, des drogues qui peuvent faire agir quelqu'un étrangement, provoquer des hallucinations, de l'insomnie, de la paranoïa, la faire paraître complètement ailleurs. Ma main est toujours sur la poignée de la porte. Je ne peux pas bouger. Où est-ce qu'on trouve quelque chose comme ça, demande Dan. J'ai déjà parlé à mon amie Sarah. Elle travaille à la pharmacie sur Main Street. Elle peut nous aider à obtenir ce dont nous avons besoin. Et après? Ensuite, nous documentons tout. La filmer en train d'agir bizarrement. Obtenir des témoins pour la voir être inappropriée ou confuse. Monter un dossier. Une fois qu'elle est internée, nous devenons ses tuteurs légaux. Dan rit. Rit vraiment. Et nous obtenons la maison. La maison, son argent, tout. Tout devient à nous de le gérer. Et une fois qu'elle est à la clinique, elle n'est pas prête d'en ressortir de sitôt. Je claque la porte fort comme si je venais juste d'entrer. Salut, je crie. Je suis à la maison. J'entre dans le salon. Ils sont tous les deux assis là, l'air tout à fait normal, souriant même. Tu es rentré tôt, dit Marcy, mal de tête? Un mauvais. Tu devrais te reposer, dit Dan. Je monte dans ma chambre, m'assois sur le lit. Mes mains tremblent et ce n'est pas à cause du mal de tête. Ils veulent me droguer. Me mettre dans un hôpital psychiatrique. Tout prendre. J'ai besoin de preuves. De vraies preuves. Le lendemain, j'attends qu'ils partent tous. Marcy emmène les enfants à l'école. Dan va où qu'il aille pendant la journée. Je conduis jusqu'à ce magasin d'électronique de l'autre côté de la ville. J'achète 4 caméras cachées. Des petites, du genre que l'on peut cacher facilement. Je rentre à la maison et je les installe. Une dans ma chambre pointant vers ma table de chevet où je garde mes pilules. Une dans la cuisine près de l'armoire à pharmacie. Une dans le coin du salon. Une dans le couloir. Elles enregistrent toute la vidéo et le son. Enregistrant tout sur le cloud. Je suis contente que Marcy ait arrêté de nettoyer. De la poussière partout. Elle ne remarquera jamais ces caméras. Puis je fais quelque chose d'intelligent. Je sors tous mes vrais médicaments de l'armoire à pharmacie et de la table de chevet. Je les mets dans mon sac à main. Je les emporte avec moi maintenant partout. Dans l'armoire à pharmacie, je mets des vitamines. Juste des pilules de vitamine C et des ordinaires. Dans mes anciennes boîtes de pilules. Si elle doit changer mes pilules, elle échangera des vitamines contre le poison qu'elle a obtenu de son amie pharmacienne. Chaque jour au travail, je me connecte au stockage cloud et je regarde les enregistrements. Le 3e jour, je le vois. Marcy entre dans ma chambre quand je suis au travail, ouvre le tiroir de ma table de chevet, sort ma boîte de pilules, vide les vitamines dans sa main, remplit la boîte avec des pilules différentes, des blanches au lieu des vitamines jaunes. Elle remet tout exactement comme c'était. Mon estomac se noue en regardant ça. Ma propre sœur. Je continue de regarder les enregistrements tous les jours. C'est comme une horrible série télé que je ne peux pas m'empêcher de regarder. Ils parlent constamment de leurs plans. Assis dans mon salon, planifiant tout leur avenir. Nous devrions d'abord aller en Europe, dit Dan un soir. Paris, Rome, tout ça. Nous aurons l'argent. Je veux ouvrir une entreprise, dit Marcy, peut-être une boutique ou une boulangerie. Les enfants pourront aller à cette école privée. Saint-Augustine coûte environ 30 000 € par an, mais nous pourrons nous le permettre. Ils dépensent mon argent dans leur tête, se partageant ma vie. Je regarde ça pendant un mois entier. Chaque jour, de nouvelles images d'eux en train de comploter. Je ne fais rien pour l'instant. Je collecte juste des preuves, j'observe et j'attends. Puis c'est vendredi soir. Je rentre du travail en voiture et j'entends de la musique depuis le bout de la rue. De la musique forte venant de ma maison. Je me gare dans l'allée et il y a des voitures partout. Garées même sur la pelouse. J'entre et ma maison est pleine de gens. Des étrangers qui boivent,
rit, la musique à fond. Marcy et Dan sont au milieu de tout ça. Tous les deux déjà ivres. C'est quoi ce bordel? Je crie par-dessus la musique. C'est une fête, crie Marcy en retour. Elle a un verre de vin à la main. Je n'étais au courant d'aucune fête. Tout le monde doit partir maintenant. Oh, allez, Amber. Détends-toi. Je suis sérieuse. La fête est finie. Tout le monde dehors. Dan s'approche. Il titube un peu. Tu dois partir, Amber. Nous faisons une fête ici. Tu n'es pas la bienvenue. C'est ma maison. Va juste à un hôtel ou quelque chose du genre, dit Marcy, passe la nuit ailleurs. Laisse-nous profiter. Je suis là et tous ces étrangers ivres me regardent comme si j'étais le problème. Je souris. Je ne dis rien d'autre. Je souris simplement. Je monte. Je prends mon ordinateur portable et le dossier avec tous mes médicaments, quelques vêtements, et je pars. Mais je ne vais pas à un hôtel. Je conduis jusqu'à la maison de ma belle-mère, Linda. Elle habite à 20 minutes de là. Je frappe à sa porte. Il est presque 22 heures. Elle ouvre. Amber, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux entrer? J'ai besoin de te parler. Nous restons éveillés toute la nuit. Je lui montre tout. Les vidéos, les conversations, l'échange de pilules. Elle regarde tout. Son visage se durcit de plus en plus. Nous allons à la police, dit-elle. Non, pas encore. J'ai une meilleure idée. Le lendemain matin, je retourne à ma maison. Il est environ 9 ou 10 heures, quelque chose comme ça. Linda me suit dans sa voiture. Nous avons tout planifié la nuit dernière. J'entre et l'endroit est saccagé. Des bouteilles vides partout. De la nourriture par terre. Ça sent la bière et les cigarettes. Marcy et Dan sont assis dans le salon et m'attendent. Les enfants sont à l'étage, je suppose. Nous devons parler, dit Marcy. Ses bras sont croisés. D'accord, je dis. Je m'assois sur la chaise en face d'eux. Ton comportement d'hier soir était complètement inapproprié, commence Dan. Tous nos amis ont vu comment tu as agi. Je vous ai demandé de quitter ma maison. Tu nous as embarrassés, intervient Marcy. Tout le monde en parlait après ton départ. Ils ont tous dit que tu n'agissais pas comme d'habitude. Plusieurs personnes ont mentionné qu'elles étaient inquiètes, ajoute Dan, ils ont dit que tu semblais instable. Oh, alors c'est comme ça qu'ils jouent. La fête était un coup monté. Pour avoir des témoins qui me voient agir de manière folle. Ce n'est pas une blague, Amber, dit Marcy, elle utilise cette voix douce comme si elle parlait à un enfant. Ton comportement est dangereux pour toi-même et pour les autres. Tu as besoin d'une aide professionnelle, dit Dan, un établissement psychiatrique où ils pourront t'évaluer correctement avant que quelque chose de grave n'arrive. Je les regarde simplement. Je ne dis rien pendant une seconde. Puis je souris. C'est drôle que vous mentionniez ça. J'ai déjà demandé de l'aide à quelqu'un d'autre. Pile au bon moment. Linda entre dans le salon. Ma belle-mère. Le visage de Marcy devient blanc. Dan se redresse. Ils connaissent Linda. L'ont rencontrée au dîner de famille, aux fêtes, aux funérailles. Elle a toujours été là. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande Marcy. Linda et moi avons eu une conversation très intéressante hier soir, jeudi. Linda ne sourit pas. Elle les fixe simplement. Nous savons ce que vous avez comploté. Je sors mon ordinateur portable. Je l'ouvre. Les vidéos sont prêtes. Je branche la clé USB. Je tourne l'écran pour qu'ils puissent voir. J'appuie sur lecture. La première vidéo montre Marcy dans ma chambre. Ouvrant la table de chevet, échangeant les pilules. On voit tout parfaitement. La deuxième vidéo, c'est eux qui parlent dans le salon. Leurs voix sortent des haut-parleurs. Nous devons la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Il y a des médicaments, des drogues qui peuvent faire agir quelqu'un étrangement. La voix de Dan. Et nous obtenons la maison. La voix de Marcy. La maison. Son argent. Tout. Je regarde leur visage pendant que la vidéo joue. La mâchoire de Dan est crispée.
Marcy a déjà les larmes aux yeux, mais pas des larmes de tristesse. Des larmes de colère. C'est. Marcy se lève d'un bond. Linda, tu dois rester en dehors de ça. Ce sont des affaires de famille. Je ne suis plus de la famille. La voix de Linda est glaciale. Mon fils est mort et soudainement je ne suis plus rien pour Amber? Ce n'est pas ce que je. Vous l'utilisez, dit Linda, profitant d'elle alors qu'elle est en deuil et vulnérable. Dan se lève aussi. Amber a de graves problèmes de santé. Elle est seule. Elle n'a personne. Évidemment, elle va nous laisser cette maison. Nous sommes sa famille. Je commence à rire. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça sort tout seul. Ils me regardent tous les deux comme si j'étais folle. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, s'énerve Marcy. Je ne peux pas vous laisser la maison, je dis. De quoi tu parles? Linda sourit maintenant. Pour la première fois depuis qu'elle est entrée. Parce que la maison a toujours été la mienne. Calme. Factuel. Je l'ai achetée il y a des années. J'ai laissé mon fils et Amber y vivre. Mais c'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Marcy se rassoit lourdement. Comme si ses jambes l'avaient lâché. C'est impossible, dit-elle. C'est très possible, répond Linda. Et j'en ai assez d'avoir des étrangers qui vivent dans ma maison. Vous devez partir maintenant. Mais nous. Vous avez profité d'Amber quand elle était au plus bas, continue Linda. Après les funérailles de mon fils, vous avez emménagé ici avec votre histoire larmoyante de la soutenir. Et tout ce temps, vous complotiez pour la droguer et tout voler. Nous n'avons nulle part où aller. Marcy pleure pour de vrai maintenant. Nous avons besoin de temps. Vous avez 2 heures, dit Linda, faites vos valises et partez. 2 heures? Vous êtes folle? Nous avons des enfants. Nous devons trouver un endroit. Nous avons besoin. 2 heures où j'appelle la police. Linda sort son téléphone, et je leur montre ses vidéos. Celle où vous empoisonnez clairement Amber avec des substances inconnues. Vous voulez voir comment ça se termine? Dan attrape le bras de Marcy. Nous devrions y aller. Je voulais aller à la police immédiatement, dit Linda, mais Amber a eu pitié de vous. Pour les enfants, elle m'a convaincu de vous donner une chance de partir tranquillement. Tu es sans cœur, me crie Marcy. Vous deux. Nous sommes une famille. Vous êtes cruel, ajoute Dan, mais il se dirige déjà vers les escaliers. Ils se mettent à courir partout, jetant des choses dans des valises, se criant dessus. Les enfants descendent en pleurant parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Marcy continue de crier pendant qu'elle fait ses valises. C'est mal. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Où sommes-nous censés aller? Linda et moi restons assises dans le salon à regarder, sans rien dire. 1h45 plus tard, ils traînent des valises jusqu'à leur voiture. Les enfants pleurent toujours. Le visage de Marcy est tout rouge et bouffi. Elle s'arrête à la porte, me regarde. J'espère que tu es heureuse, dit-elle. Je ne réponds pas. Ils chargent leur voiture, s'en vont. Linda se tourne vers moi. Mon fils a toujours voulu que tu aies cette maison. Nous pouvons la mettre à ton nom ou nous pouvons la vendre et te trouver quelque chose de plus petit si tu préfères. Je ne veux plus vivre ici, je dis. Les mots sortent doucement. Trop grand. Trop de souvenirs. Je veux juste quelque chose de petit juste pour moi. Alors nous la vendrons, dit Linda. Et nous t'installerons ailleurs. Alors Linda a vendu la maison. Ça a pris peut-être 2 mois. Ça aurait pu être 3. Le temps me semble toujours bizarre. Elle en a obtenu un bon prix, en plus. Plus que ce que j'attendais, honnêtement. J'ai utilisé l'argent pour m'acheter un appartement. Un petit endroit, un 2 pièces près de mon travail et de la clinique médicale où je vais encore pour des contrôles. Un quartier différent de l'autre côté de la ville par rapport à là où vit Marcy. Je ne lui ai pas dit où j'avais déménagé. Je n'ai dit à personne de ma famille en fait, sauf Linda. Un nouveau départ ou quelque chose du genre. Le jour du déménagement. Je déballe des cartons et ma cousine Rachel appelle. Nous ne sommes pas super proches, mais nous parlons parfois lors des événements familiaux. Salut, alors j'ai entendu ce qui s'est passé avec Marcy et dit-elle.
Que as-tu entendu? Que tu l'as mise à la porte. Elle et Dan racontent à tout le monde que tu es devenue folle et que tu les as jetés à la rue sans raison. Bien sûr qu'ils le font. Ils ont loué un appartement apparemment, continue Rachel, quelque part dans l'est de la ville. Elle a appelé tout le monde en pleurant sur à quel point tu es cruel. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Les as-tu vraiment juste mis à la porte? Rachel, je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Mais elle dit. Je me fiche de ce qu'elle dit. C'est fini. C'est tout. Je raccroche. Le truc, c'est que je m'en fiche vraiment, mais alors vraiment. Ils peuvent raconter l'histoire qu'ils veulent. Je sais ce qui s'est passé. Linda le sait. C'est suffisant. Quelques mois passent. Je m'installe dans mon nouvel appartement. C'est calme, petit, juste moi. Les maux de tête s'améliorent enfin. Le médecin dit que les effets de la commotion s'estompent. Je suis passé à une pilule par jour au lieu de 3. Le travail va bien. J'ai eu une promotion. En fait, rien de majeur, mais quand même. Plus d'argent, plus de responsabilités. Linda vient dîner une fois par semaine, parfois 2. Nous cuisinons ensemble, regardons de vieux films, parlons de son fils. Mon mari. Ça aide. Puis un soir, mon téléphone sonne. Numéro inconnu, mais indicatif local. Je réponds. Allô. Des pleurs. Quelqu'un qui pleure à chaudes larmes. Amber, c'est Marcy. Je manque de raccrocher sur le champ. Amber, s'il te plaît, ne raccroche pas. S'il te plaît. Je ne dis rien. Je suis tellement désolé, sanglote-t-elle. Je suis tellement désolé pour tout. Je ne voulais pas. Je ne réfléchissais pas. Nous étions juste désespérés. Et qu'est-ce que tu veux, Marcy? Les enfants. Ils ont besoin de choses. Des fournitures scolaires et des vêtements. Et nous ne pouvons pas nous le permettre. Dan a perdu son travail le mois dernier et nous avons besoin d'aide. Juste un petit peu. S'il te plaît. Non. Quoi? J'ai dit non. Je ne te donnerai pas d'argent. Mais les enfants. Tu aurais dû penser aux enfants avant d'essayer de me droguer et de voler ma vie. C'était une erreur. J'avais tort. Je le sais maintenant. Mais ils sont innocents et ils ont besoin. Marcy. Je vais dire ça une fois. Ne me contacte plus. Waouh. N'appelle pas. N'envoie pas de texto. Ne te présente pas à mon appartement. Si tu continues à me harceler, j'irai à la police avec ces vidéos. Compris? Silence à l'autre bout du fil. As-tu compris? Tu es sans cœur, murmure-t-elle. Peut-être. Ça n'a pas d'importance. Laisse-moi tranquille. Je raccroche. Je bloque le numéro. Elle essaie d'appeler depuis différents numéros au cours des semaines suivantes. Je les bloque tous. Finalement, elle arrête. Je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis des mois maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je m'en fiche. Mon appartement est agréable. Calme. J'ai peint la chambre en bleu. Bleu clair. Apaisant. J'ai pris un chat. Je ne l'avais pas prévu, mais j'étais à l'animalerie pour acheter de la nourriture pour poissons. Oui, j'ai aussi des poissons. Peu importe. Et il y avait ce chat orange dans une cage, juste assis là à me regarder. Maintenant, il vit sur mon canapé. Il s'appelle Buté. Il est gros, paresseux et parfait. Linda vient toujours. Nous sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été quand son fils était en vie. C'est drôle comme ça fonctionne. Elle m'a aidé à choisir les meubles. A fait les magasins avec moi pour les ustensiles de cuisine. M'a aidé à accrocher des tableaux. Parfois, je pense à Marcy. Je me demande si elle a jamais vraiment compris ce qu'elle a essayé de faire. Si elle se sent vraiment mal ou si elle est juste en colère de s'être fait prendre. Probablement la deuxième option. Les maux de tête ont complètement disparu maintenant. Le médecin a dit que je suis guéri. Plus de pilules, plus de rendez-vous à moins que quelque chose ne change. Je dors mieux dans cet appartement.
La maison avait trop de souvenirs, trop de pièces, trop d'espace pour se sentir seul. Ici, c'est juste moi, Buté et mon aquarium, et c'est suffisant. Le travail va bien. Je prends plus de projets, je reste occupé. Ça aide. Linda m'a demandé l'autre jour si je pardonnerais un jour à Marcy. Je ne sais pas, lui ai-je dit. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pas avant très longtemps. C'est juste, a-t-elle dit. Nous faisions des pâtes. Linda m'apprend les recettes préférées de son fils. Elle dit que ça le maintient en vie d'une certaine manière. Je ne pense plus autant à mon mari. Pas tous les jours, pas toutes les heures. Parfois, des jours entiers passent et j'oublie d'être triste. Puis je me sens coupable de ne pas être triste. Linda dit que c'est normal. Que le deuil vient par vagues, qu'il est normal d'avoir de bons jours. J'ai plus de bons jours ces derniers temps. Je ne sais toujours pas si j'ai bien agi avec Marcy. Parfois, je pense que j'aurais peut-être dû l'aider. Lui donner de l'argent pour les enfants au moins. Puis je me souviens de son visage quand elle échangeait mes pilules. La façon dont elle parlait de me faire interner dans un hôpital psychiatrique. Comment elle riait en planifiant de dépenser mon argent. Et je ne me sens plus coupable. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. C'est comme ça. Buté miaule après moi. Il veut dîner. Probablement. Il est presque 18 heures. La vie continue, je suppose. Elle continue, que vous soyez prêt ou non. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Et c'est suffisant pour l'instant. Alors, que pouvons-nous retenir de cette histoire? Ce que Marcy et Dan ont tenté a un nom en psychologie. Cela s'appelle la tutelle prédatrice. Ils ont ciblé une personne en deuil, médicalement vulnérable, ont fabriqué des preuves d'instabilité et ont tenté de prendre le contrôle légal de sa vie et de ses biens. Et les outils qu'ils ont utilisés, le gaslighting, l'isolement, et même la manipulation chimique. Ce sont des schémas qui apparaissent encore et encore dans les cas de violence familiale. L'instinct d'Amber de tout documenter et de trouver une alliée de confiance en Linda. C'est ce qui l'a sauvée. Si une partie de cette histoire vous a semblé familière, sachez que faire confiance à son instinct et garder des archives n'est pas de la paranoïa. C'est de l'autopréservation. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine.